tu es médecin et sur le plan de ta carrière de médecin et ta carrière en tant qu'entrepreneur, serial entrepreneur, puisque tu as énormément d'activités, comment est-ce que tu réussis à faire le parallèle? Et lorsque tu es dans tes fonctions de médecin, je suppose que tu rencontres beaucoup de personnes qui te connaissent beaucoup plus dans ta casquette d'entrepreneur. Comment ça se passe, la relation avec ces personnes-là? Est-ce qu'ils ne veulent pas beaucoup plus bénéficier même de tes prestations en tant que médecin en tant qu'entrepreneur au lieu de médecin? Donc, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu exerces réellement encore cette fonction de médecin? Alors ça, c'est une question qui est très pertinente. Et avec l'activité que je mène, j'ai dû m'adapter. Je vais prendre quelques exemples. Moi, je ne soigne pas les personnes qui sont proches de moi. Jamais. Donc, si quelqu'un est proche de moi, on se connaît, ce sera difficile que si tu as un problème, je te prenne en charge moi-même. Je vais toujours te recommander vers un collègue, même si je sais exactement ce que c'est. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je ne peux plus consulter comme avant. Ça veut dire, tu t'assois, tu reçois les patients à longueur de journée. Je ne peux plus le faire parce que ça m'entraîne plus de problèmes. Parce que quand tu es trop connu, ça fait que ça biaise même la consultation. Oui, parce que tu as le patient qui vient, il te voit et puis... il oublie la consultation. Même dans les questions, il veut maintenant parler d'autre chose. Oui. Il veut maintenant te parler d'autres problèmes qu'il a alors qu'il était venu pour la consultation. Et ça biaise un peu à ce niveau. La troisième chose, c'est que je n'ai pas droit à l'erreur. Tu vois, si un médecin peut de temps en temps commettre des erreurs médicales, pour moi, c'est interdit. C'est totalement interdit. C'est pour ça que j'ai une base de données très importante de médecins avec qui je travaille. Je sais que dans tel domaine, celui-ci est bon. Dans tel domaine, celui-ci est bon. Donc, quand je reçois un patient et je me rends compte à un certain moment, même si c'est infime, que je n'ai pas toute la compétence pour le prendre en charge directement, je le réfère chez un collègue. Moi, je dis toujours que le bon médecin, c'est celui qui s'est référé à temps. Donc, je n'essaye pas de faire la magie. Donc, quand je me rends compte que là, je ne peux pas totalement le prendre en charge comme il faut, je lui dis, OK, je t'envoie chez un collègue, je contacte le collègue, je lui explique le cas, je lui envoie peut-être son dossier électronique, lui continue le relais. Moi, j'ai décidé de jouer plutôt un autre rôle parce que je dis toujours que en Afrique, 80% des patients ne sont pas à l'hôpital. Ceux qui sont à l'hôpital, c'est 20% des patients. Les vrais patients en Afrique ne sont pas à l'hôpital. Parce que, expliquons un peu les choses simplement. Pour aller à l'hôpital, il faut avoir de l'argent. Donc, quand tu te lèves pour aller à l'hôpital, ça veut dire que tu as de l'argent. Oui, justement. Sinon, comment tu vas faire? Puisque quand tu arrives, on va d'abord te dire achète le carnet. Après, parfois, on va te dire achète le thermomètre. On va te dire paye pour la consultation. OK, tu t'assois pendant un certain nombre de temps en fonction de l'hôpital où tu vas. Ça peut durer très longtemps ou ça peut mettre très peu de temps si tu as payé plus cher. Tu rencontres le médecin. Tu sais déjà que quand tu sors de la consultation, il y a tout l'ordonnance, il y a tous les examens. Il faut payer. L'argent. Il faut que tu aies de l'argent. Parfois, les examens, ça peut coûter 10 000, 15 000, 20 000. Je tiens à préciser qu'il y a des familles dans lesquelles la ration d'une semaine, c'est 10 000, 15 000. Mais là, tu dois pouvoir faire les examens. Et ce n'est pas fini. Parce que quand on t'a donné l'ordonnance, on t'a demandé de faire les examens, tout va dépendre des résultats. Parce qu'en fonction du résultat de l'examen, on peut dire qu'il faut t'opérer. Et je ne sais pas où tu vas prendre l'argent pour qu'on t'opère parce que ça peut coûter 500 000, 300 000, 1 million, ainsi de suite. Donc, du coup, psychologiquement, comme nous sommes dans une société dans laquelle il n'y a pas de sécurité sociale, ni de couverture santé universelle réelle, il y en a une, mais pour moi, est-ce qu'elle est vraiment efficace? Il faut poser la question de manière profonde pour comprendre. Donc, les gens ne partent pas à l'hôpital. Les malades ne partent pas à l'hôpital. Donc, quand quelqu'un a un problème, il va boire le jus des feuilles de mangue, il va prendre les pépins de papaye, il va faire bouillir, il va boire, il va masser son dos avec l'os du gorille, il va se battre, tu vois. Il va essayer de trouver toutes les solutions possibles pour que ça puisse guérir. C'est quand il n'y arrive pas, il va maintenant se faire aider peut-être par un praticien. Je ne suis pas en train de dire que la médecine traditionnelle ne fonctionne pas. Hein. Au contraire, on peut faire tout un podcast dessus. Mais on va essayer des choses sur lui parfois par des personnes qui n'ont pas l'expertise nécessaire pour le faire. Et c'est quand ce sera déjà très grave qu'on n'aura plus le choix, qu'on va le conduire à l'hôpital. Donc, c'est pour ça que je dis que plus de 80% des patients ne sont pas à l'hôpital. Ils sont dans la société. Oui, et au-delà même de ceux qui sont en train d'essayer, il y a d'autres qui sont malades, mais d'autres types de maladies. Parce qu'on a l'impression que le malade, c'est juste le palu, le diabète. Non.
Parce que moi, la première chose que j'ai appris quand je suis entré en fac de médecine, on avait notre professeur de psychologie qui nous a appris quelque chose que j'ai retenu jusqu'à ce jour. Et il nous répétait ça chaque fois qu'il entrait en classe. Un être humain, il est biopsychosocial. Quand il entrait en classe, il écrivait d'abord ça. Pour que tu puisses comprendre que l'être humain, c'est 3 dimensions. Biologique, c'est-à-dire notre corps, les organes et tout le reste. Psychologique, l'état d'esprit. Et social, les interactions qu'on a avec les autres. Ça veut dire qu'on peut être malade sur le plan social, malade sur le plan biologique et malade sur le plan psychologique. Donc, la maladie, par exemple, sur le plan social, ça peut être quoi? Ça peut être la misère. Parce que si quelqu'un est misérable, si quelqu'un n'arrive pas à manger de manière convenable, parce qu'il n'a pas de moyens, parce qu'il n'a pas de travail, parce qu'il est au chômage, ça veut dire que la première conséquence, c'est quoi? Il n'arrive pas à bien manger. Quand il n'arrive pas à bien s'alimenter, ça va entraîner un problème biologique. Donc, on parle d'une maladie sociale qui entraîne une maladie biologique. La maladie biologique aura forcément aussi une influence sur l'état d'esprit. Même l'état social ou la maladie sociale aura un impact sur l'état d'esprit. Parce que quand tu es pauvre, ça veut dire que ta voix ne compte pas. Ça veut dire que quand les gens parlent, tu ne parles pas. Ça veut dire que quand tu arrives dans un snack, on offre à boire, tu ne peux pas ouvrir le premier, puisque ce n'est pas toi qui as acheté. Mais tu as peur que si tu ouvres, on va dire que bon, comme tu as donc ouvert, c'est toi qui vas payer la facture. Donc du coup, tu es dans un état d'esprit dramatique. Ça veut dire que tu n'as aucune décision à prendre. Il y a un pasteur qui disait que quand tu es pauvre et misérable, il y a même certains types de positions que tu ne peux pas demander à ta femme de prendre. Parce qu'elle va dire que tu es pauvre. Comment tu me demandes de prendre cette position? Toi aussi, tu ne vois pas que tu exagères. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les vrais malades en Afrique ne sont pas à l'hôpital. Ils sont dans la société là-bas. Ils lisent l'heure. Ils sont devenus l'heure. Donc, moi, j'ai décidé d'aller là-bas où ils sont. Leur dire que les gars, ce n'est pas perdu. Rien n'est perdu. Il y a encore des solutions. Et j'ai donc commencé à partager mes connaissances avec eux. J'ai commencé à partager mon savoir-faire avec eux. J'ai commencé à faire des choses pour leur montrer que si vous pensez que ce que je dis ne fonctionne pas, voici une preuve que ça fonctionne. Voilà un projet qu'on a fait. Voilà une marque de chips qu'on a lancée. Voilà une marque de textile qu'on a lancée. Voilà telle entreprise qu'on a fait. Vous voyez comment on l'a fait. Vous savez que vous pouvez aussi le faire. Parce que tant que vous allez rester dans la misère, dans la pauvreté, vous ne pourriez pas être en santé. C'est impossible d'être en santé. Il n'y a aucun paracétamol qui soigne la misère ou la pauvreté. Donc, tu peux pas avoir quelqu'un qui arrive à l'hôpital, il a perdu son emploi, il a perdu sa femme, il a perdu tout, on l'a chassé de sa maison, sa tête fait mal, c'est ce qui est normal, tu vois, puisque il a tout perdu. Il arrive à l'hôpital, il a maux de tête depuis 2 semaines. Et tu dis que ça a commencé quand 2 semaines. Voilà, vous avez pris quelque chose, non, ok. Tu prends l'ordonnance et Feralgan. Il peut boire même 6 boîtes. Et chaque fois qu'il va boire une boîte, il aura plus mal à la tête parce que chaque boîte la coûte cher. Ouais. Tu vois, donc il est d'abord au chômage, il a perdu son emploi, il a perdu sa maison. Il doit encore chercher de l'argent dans s'endetter pour acheter un médicament pour boire. Du coup, le médecin en Afrique, si en Afrique il y a 10 médecins, 2 doivent rester à l'hôpital pour gérer les cas urgents, pour s'occuper de ceux qui viennent malades, mais les 8 autres doivent être dans la société. Doivent aller dire aux femmes, battez-vous, travaillez. Doivent dire aux hommes, battez-vous. On ne peut pas être en santé lorsqu'on vit dans un endroit insalubre. Parce qu'on dort avec les moustiques tous les jours. Et quand tu seras malade, tu n'auras même pas les moyens de te faire soigner. Donc, il faut qu'on anticipe sur la maladie. Il faut qu'on vienne dans la société montrer aux gens, voici ce que vous devez faire pour être en bonne santé sur le plan social, en bonne santé sur le plan psychologique et forcément en bonne santé sur le plan biologique. Il faut qu'on apprenne aux gens à manger. Les gens ne savent pas manger. On pense que manger, c'est juste que ce qui est disponible, tu manges. Non. Manger, c'est un art. En fonction des moyens dont tu disposes et de la santé que tu souhaites toujours maintenir, il y a une façon de manger. Les gens ne savent même pas que boire de l'eau, il y a une manière de boire de l'eau. Parce que je dis toujours aux gens, si tu as une insuffisance, si tu souffres d'insuffisance rénale chronique aujourd'hui, tu vas faire comment alors que tu es pauvre? Tu dois éviter cette maladie au maximum. Et parfois, le moyen le plus efficace, c'est l'eau. Ça veut dire qu'il y a un truc simple que tu dois faire. Chaque fois que tu pars uriner, il faut que tes urines soient claires. Pour ne pas utiliser des termes trop techniques. Quand tu pars uriner, si tu urines et tes urines n'ont pas la couleur ci, ça veut dire que tu ne bois pas assez d'eau. L'organisme est fait d'eau.
Moi, je suis souvent des personnes qui disent, tu as l'eau dans la tête, mais c'est normal, non? Le cerveau est fait à plus de 60% d'eau. Un enfant, un nouveau-né qui vient de naître, est fait à plus de 90% d'eau. C'est l'eau qui nous constitue. Sans eau, on ne peut pas vivre. Et dans l'organisme, il y a donc des organes qui sont chargés de filtrer le sang, comme les reins, par exemple. Et pour filtrer le sang, dans le sang, il y a quoi? Dans le sang aussi, il y a l'eau. Il y a l'eau. Donc, pour facilement filtrer, éliminer les toxines, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau. Parce que quand il n'y a pas beaucoup d'eau, qu'est-ce que les reins font? Les reins sont obligés de retenir l'eau pour que l'eau ne sorte pas dans les urines et que cette eau reste dans l'organisme, permettre à l'organisme de fonctionner de manière optimale. C'est pour ça que les reins sont obligés de concentrer les urines quand il n'y a pas assez d'eau et les urines deviennent foncées. Et prenons l'exemple, nous quand on était au quartier, moi j'habitais à Komkana, on avait notre voisin qui avait la machine à écraser. C'est là où on m'envoyait souvent aller écraser la tomate, les arachides et tout. Quand tu veux écraser la tomate, celui qui écrase, qu'est-ce qu'il fait? Pour que ça sorte. Bon, il verse de l'eau. Quand il ne verse pas l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Ça reste dans la machine. C'est la même chose avec les reins. Quand il n'y a pas assez d'eau dans l'organisme, les reins travaillent plus. Ils filtrent l'eau, ils s'épuisent plus vite. C'est ça qui entraîne les insuffisances rénales. Donc, il faut qu'on enseigne aux gens qu'il faut boire de l'eau suffisamment. Et ce n'est pas quand tu auras déjà l'insuffisance rénale chronique que tu arrives à l'hôpital, on te diagnostique ça, on dit qu'il faut faire la dialyse, tu n'as pas d'argent, tu vas mourir. Alors que tu aurais pu résoudre ça juste avec l'eau. Mais le médecin qui est assis à l'hôpital, il n'est pas en train de t'aider à boire plus d'eau ou à mieux boire de l'eau. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne dans la société là pour te dire qu'il faut boire de l'eau. Maintenant, pour boire de l'eau, il faut quoi? Il faut de l'argent. Puisqu'il n'y a pas l'eau. Tu vois, parfois il faut un puits. Oui. Donc il faut creuser le puits, donc il faut de l'argent. Quand on a le puits maintenant, il faut peut-être une pompe pour que l'eau monte. Il faut le filtre, il faut régulièrement nettoyer, il faut créer des adductions, il faut pouvoir... Donc il faut que vous ayez l'argent. On vient maintenant sur la situation sociale, le pouvoir économique. Moi, c'est le rôle que j'ai décidé de jouer. Et c'est toujours la médecine. On appelle ça la médecine primordiale et primaire, c'est-à-dire celle qui vient avant que la maladie ne survienne. Donc, quand je vois souvent les gens dire « Oh, tu as oublié d'abandonner la médecine, tu ne fais plus ceci. » Je dis que, mais attends, la médecine, ce n'est pas le fait d'attendre que les gens viennent avec le cancer à l'hôpital seulement. Ce n'est pas le fait d'attendre que les gens viennent dans le coma. La médecine, c'est aussi aller dans la société, faire en sorte que les gens viennent de moins en moins avec des maladies graves, en mettant un accent important sur la prévention, parce que déjà, on n'a pas d'argent. Les autres ont la sécurité sociale. Donc, il peut tomber là comme ça, l'ambulance vient le prendre comme dans Dr House, on le prend vraiment, il y a 8 médecins autour de lui, les experts, les examens ne payent pas parce que c'est la sécurité sociale qui paye. Mon frère, ici, si tu tombes, tu vas mourir. Tu crèves. Tu vas mourir. Quand tu vas arriver à l'hôpital, dans le coma, on va demander le carnet. Même si tu es dans le coma. Tu vois comment faire comment? Oui. On va dire qu'acheter son carnet. Dans certains hôpitaux, on va dire payer d'abord la caution. Si tu n'as pas ça, tu vas mourir. Et quand tu vas mourir, rien ne va se passer. La vie va continuer normalement. Tu vois qu'on va faire quoi? Même pour te mettre à la morgue, on va dire que hey, c'est 10 000 la journée. Hein. Vous pouvez payer. Même quand tu es mort, on paye. Ne crois pas que comme tu es mort, on sera ému. On va dire que non, on te met dans la morgue gratuitement. Non, personne n'entre à la morgue gratuitement. Si tu entres à la morgue, c'est vrai qu'on peut te dire de payer quand tu vas sortir. Mais quand tu viens pour retirer le corps, si tu n'as pas l'argent, n'est-ce pas, on scelle le corps, on met la clé, on ferme. Vous allez seulement le pleurer sans corps. Tu vois comment on va faire comment? Donc, mes amis, si vous voulez vous blaguer, non, il y a quoi? On est là. Ah, c'est cruel, mais c'est vrai. Ouais. C'est très vrai. C'est brutal.